Bonjour et bienvenue dans le podcast Paroles d'Histoire, animé par André Loez et consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. En tout cas, hors période de pandémie. Et comme les parutions en histoire sont un peu à l'arrêt en ce moment, que la situation ne se prête pas vraiment aux discussions historiographiques très approfondies, je vous propose un parcours à travers des films et des séries historiques pour associer histoire et divertissement, pour réfléchir sur le passé et apprécier en même temps la pop culture, en compagnie d'invités qui se prêtent au jeu pour présenter ces œuvres. Une série de podcasts inspirée par celle que fait Alexandre Jublin dans l'excellent podcast Le Collimateur, dans lequel il évoque avec ses invités des films, des séries qui ont trait aux questions militaires et de défense. Vous pouvez vous abonner au podcast sur iTunes, Spotify, Deezer, etc. N'hésitez pas au passage à mettre 5 étoiles si cela vous plaît. Vous nous retrouvez également sur le site paroledhistoire.fr ainsi que les réseaux sociaux. Merci et très bonne écoute. Bonjour Jean-Christophe Piot. Bonjour. Alors merci de participer à Paroles d'Histoire. Vous êtes journaliste, vous participé à la vulgarisation de l'histoire, vous avez notamment écrit récemment avec un grand H chez Nova Édition, et je crois même qu'en temps normal, hors confinement, on peut vous entendre au musée Saint-Raymond de Toulouse. Oui, exact. Le musée m'a contacté en fait il y a fin décembre dernier. Ils étaient en train de monter une exposition qui est la première consacrée aux Visigoths en France. Et ils cherchaient une manière, c'est un sujet un petit peu aride pour le grand public, et cherchaient un moyen. Alors ils ont fait un énorme boulot très très bien fichu sur les panneaux de l'exposition. Mais présenter le royaume de Toulouse, c'est peut-être un peu aride. C'est comme tous les peuples barbares, c'est pas forcément le plus simple à faire sortir des clichés associés à tout ça. Et ils avaient envie d'avoir un regard un peu plus ironique, un peu plus détendu sur la chose. Donc on est parti sur l'idée de construire un parcours audio en partant d'objets exposés et en faisant des espèces de petites capsules sonores de 30 secondes à 1 minute à peu près, où on parle un peu de l'objet, mais sur un ton un petit peu détendu, on essaie de glisser 2 ou 3 touches d'humour, sachant que tout est validé par la conservatrice pour que tout soit ultra rigoureux sur le plan purement factuel. Alors ça donne très envie, mais évidemment, la période s'y prête pas tellement. Bon, on essaiera peut-être de reparler dans le podcast de cette expo qui a l'air très très riche. J'ai pas eu encore l'occasion d'y aller. Je sais qu'ils ils ont prévu d'en faire une version en ligne avec les objets seraient filmés et tourneraient sur eux-mêmes, tandis que le son se déroulerait à côté, justement pour compenser l'actuelle pandémie. Très bien, donc à suivre. Alors on va parler aujourd'hui de toute autre chose dans la série d'émissions qu'on fait pour passer un peu le temps durant ce confinement et en même temps parler un peu d'histoire. On a eu envie de parler de films, de séries historiques qui nous font réfléchir au passé dans le présent, à la manière de le filmer, de le représenter. Comme pour des émissions précédentes, le but c'est évidemment pas de faire les historiens pointilleux et de dire attention, la boucle de l'uniforme n'est pas la bonne, c'est pas le bon modèle, etc. Mais plutôt de réfléchir à la représentation du passé de manière aussi ludique ou parfois plus profonde. Et pour ça, vous avez eu envie de parler d'une série qui s'appelle Deadwood. Oui. Alors, c'est une série qui est relativement connue, mais peut-être pas dans le panthéon des séries les plus fameuses comme Les Sopranos, The Wire, alors que, d'une certaine manière, on peut l'y rattacher. Est-ce que vous voulez peut-être la présenter pour ceux qui ne connaîtraient pas ? Oui, avec plaisir. C'est une série qui a été diffusée, c'est une série HBO qui a été diffusée. Elle a 3 saisons complètes et puis elle avait été terminée avec un téléfilm de 2 heures à peu près, qui est sorti un petit peu plus tard. Et c'est une série le titre même donne le lieu où elle se déroule, c'est-à-dire la ville de Deadwood, à la fin dans le milieu des années 1870, qu'après la guerre de sécession, sur fond de ruée vers l'or dans le secteur. Il y a toute une exploitation minière et c'est l'histoire d'un camp qui est d'abord illégal parce qu'il est installé sur un territoire indien. Et toute l'histoire de la série va justement tourner autour de la manière dont ce territoire, ce campement illégal, devient une véritable petite ville minière. Et puis avec des personnages hauts en couleur, parfaitement authentiques pour une partie, parfaitement imaginaire pour d'autres. Et puis, la manière dont petit à petit la ville va rejoindre la grande administration fédérale américaine en se rattachant au Dakota du Sud. Mais voilà, ça c'est le cadre géographique et historique dans laquelle cette série s'inscrit. Et ce qui est rigolo, c'est qu'elle a beaucoup de points communs, à mon avis, avec une série dont vous avez parlé sur Paroles d'Histoire, qui est Rome,
qui a été diffusée au même moment et qui repose sur le même mélange entre l'histoire réelle, l'histoire documentée, il y a un gros travail de documentation chez les auteurs, et puis cette manière de glisser dans les interstices des parcours de personnages qui, eux, n'ont rien de réel, et puis de les faire interagir, de trouver en fait dans les fissures, là partout où on peut se glisser, trouver des ressorts narratifs pour ne pas être un documentaire, mais bien une série de fiction. Alors peut-être que ces personnages réels, on peut en parler d'abord et d'une certaine manière les évacuer parce qu'ils ne tiennent pas forcément toujours les premiers rôles, mais ils contribuent effectivement à ancrer la série dans le réel. Il y a notamment un personnage très fameux de la conquête de l'Ouest qui est Wild Bill Hickok. Absolument. Wild Bill est d'ailleurs enterré à Deadwood aujourd'hui puisqu'il y est mort en 1976. L'épisode est raconté dans la série, c'est là qu'il a fini ses jours. Wild Bill était un ancien shérif, c'est une grande figure de l'Ouest qui est une célébrité à l'époque quand il arrive, qui est une célébrité un petit peu vieillissante. Et on le voit effectivement, il y a eu un gros travail de reconstitution à partir des photographies qu'on a de Wild Bill. Et il y a notamment une scène très emblématique qui est Wild Bill Hickok est mort assassiné au cours d'une partie de poker et la scène est montrée de façon assez scrupuleuse puisque c'est une histoire qui a été très racontée, il y avait beaucoup de témoins, donc on sait à peu près ce qui s'est passé quasi à la minute près, et la scène est effectivement un des grands temps forts de la fin de la première saison. Alors, c'est une série qui est intéressante parce qu'elle s'inscrit évidemment dans une longue tradition, qui est la tradition du western, en film, western en série, western en livre. Donc, il y a évidemment tout un arrière-plan. Et il me semble que, comme c'est souvent le cas, la série joue avec ses codes, à la fois pour reprendre des choses tout à fait iconiques, comme des scènes de jeu dans un saloon et de duels au pistolet, mais en même temps, elle s'en émancipe aussi. Alors, peut-être qu'on peut dire de quelle façon est-ce que ce n'est pas un western, ça ne ressemble pas à un film avec John Wayne ou ça ne ressemble pas exactement au grand western en Technicolor des années 1950. Ça suit un mouvement qui avait été, à mon avis, déjà amorcé par Eastwood dans plusieurs de ces westerns tournés comme réalisateur et comme acteur souvent, et je pense notamment à Impitoyable, où il y avait vraiment une volonté de casser un petit peu les statuts du commandeur justement du western, cette espèce de grand mythe shakespearien où on veut mettre à l'échelle d'une ville des parcours de vie et des actes plus ou moins héroïques avec des salauds immenses et des héros immenses. Deadwood joue avec ça, il y a des héros, il y a des salauds, il y a même un salaud magnifique dans la série, mais c'est quand même un monde de pouilleux que montre Deadwood. C'est un monde où il y a de la boue, c'est pas un monde solaire comme beaucoup de westerns avec ces grandes rues, cette poussière qui vole. Les premiers plans de la série montrent une ville du Dakota, c'est-à-dire une ville de montagne avec de la boue et puis pas mal d'éjections dans les rues. Alors, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est aussi sur ce point que ça rejoint la série Rome, parce que l'esthétique de Rome c'est émancipé du péplum et du marbre blanc pour montrer une ville de Rome très haute en couleurs, avec des marchés, avec de la crasse, avec bariolé, etc. Et un petit peu de la même façon, Deadwood nous plonge dans un ouest qui n'est pas l'ouest uniquement des grands espaces et des grandes tragédies et du Grand Canyon. Là, on est effectivement dans des ruelles boueuses et c'est une rupture par rapport à l'esthétique habituelle. Oui, alors il y a aussi des paris esthétiques, il y a aussi une sorte d'esthétisation de ces espèces de clochards célestes qu'on croise un petit peu partout dans la ville, mais effectivement il y a ce besoin de ramener des gens à hauteur d'homme en fait, c'est-à-dire de cesser une espèce de glorification du westerner, du pionnier. Le pionnier, c'est un type qui galère pour aller acheter sa pioche, c'est un type qui est toujours près de ses sous, c'est un type qui est soumis à énormément d'émotions et de passions contradictoires, c'est un type qui va au bordel, c'est un type, on est dans... Il y a, le rapport au corps dans Deadwood montre beaucoup ça, il n'y a pas du tout d'héroïsation des corps comme il peut y en avoir dans le western. C'est un monde où on a mal, c'est un monde où on souffre, c'est un monde où les caries font mal, c'est un monde où quand on a un calcul rénal, il y a des scènes atroces dans cette série autour de la manière dont on soigne ça. C'est une série qui s'intéresse beaucoup, aux souffrances en fait. Et alors d'ailleurs, il y a même tout un passage qui fait un écho très dur à ce que vit le monde en ce moment avec la pandémie, c'est que évidemment dans la promiscuité, le manque d'hygiène d'une petite ville minière du Dakota des années 1870, eh bien la maladie peut frapper. Il y a tout un passage qui est consacré.
Il y a plusieurs épisodes qui sont consacrés, et là encore, c'est parfaitement documenté, c'est vrai, il y a vraiment eu une épidémie, alors je crois que c'est la variole en l'occurrence. Et effectivement, oui, entre l'hygiène, la promiscuité, le fait qu'il y a un médecin, un docteur dans toute la ville pour une ville qui n'arrête pas de grossir, qui n'arrête pas de grandir, c'est effectivement, c'est à ma connaissance, une des rares séries qui l'aborde de façon vraiment nette, ça. On montre la manière dont s'organise le soin, on montre ces espèces de hangars où on entasse les corps après, on montre la manière dont les soignants sont en première ligne, parce qu'il y a donc ce fameux docteur, mais il y a aussi notamment Calamity Jane, qui est la vraie Calamity Jane, qui joue un rôle. Là encore, c'est vrai, elle a vraiment joué ce rôle-là, à ce moment-là et à cet endroit-là. Et on les voit avoir peur, on les voit angoissés, oui, la maladie est toujours présente de toute façon dans la série. On voit la souffrance, la pathologie, la fracture, évidemment les blessures par balle, ce genre de choses. Mais tous les épisodes qui tournent autour de cette épidémie sont assez bien vus sur la manière dont une ville fait preuve à la fois de réaction, de stupéfaction et puis après de résilience, dont elle se reconstruit. Alors là, on était beaucoup sur le côté micro, au plus près des corps que la série montre, mais il y a évidemment des enjeux, vous en avez déjà un petit peu parlé, qui sont des enjeux macro historiques très très importants. Et peut-être que pour les comprendre, il faut dire un mot du statut légal, parce qu'il y a beaucoup de questions qui tournent autour de ça dans la série, du statut légal non seulement de la ville, mais aussi de l'endroit où ça se trouve, puisqu'on n'est pas dans un État des États-Unis. Les États-Unis, aujourd'hui, il y a 50 États, on est à l'époque dans un territoire. Alors c'est une distinction que tout le monde ne connaît peut-être pas forcément, elle remonte à l'ordonnance du Nord-Ouest en 1787. Est-ce que peut-être on peut expliquer un petit peu de quoi il s'agit et comment ça fonctionne et quel rôle ça joue dans la série? Alors, en fait, concrètement, Deadwood est un territoire illégal. C'est-à-dire que, c'est un territoire, mais par contre, la naissance du camp de Deadwood est illégale. Encore une fois, oui, dans le cadre de ce fameux texte sur les territoires, la zone des Black Hills où s'installe le campement des mineurs est en fait un territoire indien, c'est-à-dire que c'est quelque chose où l'homme blanc, l'occidental, n'est pas censé s'installer. Comme tous les accords passés avec les Indiens, je crois qu'ils ont tous été ensuite oubliés par les autorités américaines. Mais pendant quelques années, on est dans une complète zone de non-droit avec des Indiens qui considèrent évidemment que les campeurs n'ont rien à faire là et qui ont le droit de leur côté. Un État, le Dakota, qui considère que ça commence à être inquiétant, cette espèce de grande concentration de personnes, pas forcément tous recommandables, en plein milieu d'une ressource minière, et puis un camp où finalement beaucoup de gens trouvent qu'on se débrouille très bien, qu'il peut y avoir un ordre sans loi. En fait, c'est ça tout le défi de la série, tout ce que raconte la série, le grand fond. C'est ce débat entre ceux qui pensent qu'on peut avoir un ordre sans loi et ceux qui pensent, comme un personnage célèbre qui est le patron du saloon, là encore un personnage réel, qu'il faut petit à petit aller vers un ordre garanti par un ordre juridique supérieur. Et alors cet ordre juridique, c'est aussi du point de vue du Dakota lui-même, le fait de devenir un État, parce que les États-Unis sont aujourd'hui 50, mais le Dakota n'est devenu un État qu'en 1889, et avant d'être un État, c'est un territoire organisé, donc c'est un statut un peu hybride et pas forcément connu, qui fait qu'on n'a pas de représentants au Congrès, on n'a pas ce qui fait la nature d'un État avec des institutions, une législature, une Cour suprême, etc., mais il y a quand même déjà un début de responsabilité politique, un début d'organisation. Donc on est dans l'ébauche finalement d'une construction administrative. Et c'est ça aussi que raconte la série. Et on voit comment les responsables de la ville, finalement, ils sont à la fois en rejet parce que ça leur permet de faire leurs affaires, finalement d'être un peu loin de l'administration, mais aussi en demande d'une inclusion dans une structure plus large qui leur donnerait aussi des garanties. C'est ça, c'est vraiment une hésitation permanente entre la renonciation à certaines libertés ou à certaines manières de faire locales, qui sont avec des logiques assez claniques d'organisation du pouvoir. C'est quand même celui qui a le plus gros flingue qui a la plus grosse exploitation minière, en gros. Et puis, ça vient effectivement par le rapport à l'administration américaine, à cette lente constitution fédérale. Mais ça vient aussi par le fait qu'en fait, on refuse, une partie de la population de Deadwood refuse toute influence venue alors, on dit pas, c'est pas Washington, en l'occurrence, je crois que c'est Yankton dans la série. Voilà, il y a une espèce de refus de la constitution d'un État de droit, et il y a aussi un refus de l'arrivée des grands propriétaires du capitalisme américain, en fait, avec l'arrivée de gens qui ont des moyens financiers pour investir et qui menacent la petite économie locale d'une foule de propriétaires miniers indépendants
évidemment, viennent des grands centres urbains voisins, de plus en plus d'acteurs. Il y a notamment un personnage qui est George Hearst, qui lui aussi a vraiment existé, qui arrive, lui, dans un but, clairement, pour concentrer, pour racheter petit à petit, avec des méthodes pas toujours très, très légales d'ailleurs. Et voilà, moi, c'est ça qui me frappe, c'est que la résistance, effectivement, il y a une résistance au fédéralisme américain, et il y a une résistance à la loi, et il y a une résistance aussi au capitalisme américain concentré. Voilà, et tout ça, évidemment, incarné à travers des personnages, parce que dit comme ça a l'air un peu abstrait, mais je pense par exemple à Alma Garrett, qui est la veuve d'un homme de New York qui voulait s'installer à Deadwood et ramasser de l'or et faire fortune. Et du coup, étant veuve, elle est beaucoup plus vulnérable. Et effectivement, cette femme qui vient de l'Est et de la bonne société de l'Est, polissée et très bien habillée, évidemment, elle se trouve un peu étrangère dans cet univers et c'est beaucoup plus difficile pour elle d'exister. Et ce qui est intéressant, c'est que non seulement, effectivement, elle est en décalage complet, ce qui est montré par ses vêtements, effectivement, d'une élégance complètement déplacée dans un camp où, encore une fois, on s'enfonce dans 30 cm de boue dès qu'on sort. Ça passe par son langage, c'est une des rares à ne pas jurer tous les 3 mots. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est drogué. Elle est droguée au laudanum, elle est dépendante, et à mon avis, il y a un léger message politique derrière. C'est faire de cette femme, qui est effectivement l'incarnation de la civilisation et d'une forme de douceur, d'une forme d'apaisement, d'une forme voilà, c'est quelqu'un qui croit que les rapports humains ne se règlent pas à coups de flingue. Oui, de respect des codes. Ouais, c'est ça. Ça passe par plein de petits signaux. D'abord, c'est une jolie femme. Elle a des relations très ambiguës avec les différents hommes de pouvoir du camp. Concrètement, on a le mariage entre les codes culturels de l'Est américain et puis ceux qui servent à incarner l'ordre sur place. Ça, c'est intéressant. Et puis voilà, le fait d'en faire une addicte, et je trouve un espèce de pied de nez que le réalisateur, à mon avis, voulu signifier, c'est que je ne suis pas certain qu'il n'y ait pas un message un peu politique derrière en disant la civilisation n'est pas forcément saine, elle n'est pas forcément en bonne santé quand elle arrive. Elle arrive avec des mots, elle arrive MAUX et elle arrive avec des biais, en fait, quelque chose de déjà vicié. Alors, face à cette civilisation venue de l'Est, il y a donc ces personnages hauts en couleur et on ne peut pas, évidemment, faire l'impasse sur Al Swearengen, joué par Ian McShane, qui est la figure la plus emblématique, sans doute, de la série. Alors, je pense, oui, c'est d'abord parce que l'acteur, effectivement, a trouvé un jeu et est servi par une image, par un son. Il a une très belle voix, très rocailleuse. Oui, une diction aussi quand il dit cocksucker, qui est cocksucker, tous les 5 minutes. À peu près, oui. Et oui, il a un phrasé. Il a vraiment quelque chose c'est un acteur qui a vraiment trouvé ce rôle. Il lui a donné une ampleur. C'est un des plus beaux salauds de cinéma, de fiction, d'image depuis très longtemps. Et donc, Al Swearengen tient un saloon. Là aussi, l'histoire est vraie. Hein. Il tenait vraiment un saloon. Par contre, il y a un petit décalage historique. Au moment où la série se déroule, il n'a certainement pas la place qu'il occupe, c'est un peu le cador de la ville. Ça, c'est un petit peu plus tard. Swearengen a effectivement fait une belle carrière dans le spectacle et dans le bordel. Mais à ce moment-là, il n'était sans doute pas aussi puissant qu'il ne l'est au début de la série. Et c'est un personnage qui est effectivement intéressant parce que il incarne cette espèce de laisser-faire à ma manière. Il a une phrase dans la série qui résume beaucoup ça quand il dit, c'est un moment où il est malade, mais il dit à je ne sais plus quel interlocuteur, laissez-moi aller en enfer à ma manière. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase parce qu'elle résume son idée, c'est qu'en gros, ce qui gouverne la vie d'Al Swearengen, c'est que on a ce qu'on mérite, ce qu'on met en place, ce qu'on obtient par la force ou par la douceur. Ça dépend. Il peut parfaitement agir de manière brutale si il juge ça nécessaire. Il peut aussi parfaitement agir de façon douce si la violence ne s'impose pas. Par contre, il n'a absolument aucune espèce de morale collective. C'est vraiment ça. Il ne sert que ses intérêts à lui. Et on le voit notamment dans le traitement des prostituées, même si une fois de temps en temps il y a un geste, on va dire, de maquereau au grand cœur, le plus souvent ce sont quand même des coups et des abus, et c'est quelque chose d'assez durement représenté également.
Oui, ça c'est vraiment très très durement représenté et ce qui est une scène classique. Ce qui renvoie d'ailleurs au début, on parlait de Impitoyable de Eastwood d'ailleurs, le début d'Impitoyable, Oui, le point de départ scénaristique, c'est également cette violence envers les prostituées de l'Ouest américain. absolument, absolument. C'est vrai que c'est un des points communs. Je crois qu'il y avait une jeune femme qui se faisait tailler dès le visage dans C'est ça. Impitoyable. Là, il y a un truc qui m'avait frappé. Il voit vraiment les jeunes femmes qui travaillent pour lui et qui traitent effectivement de. J'ai jamais entendu autant de synonymes du mot prostituée que dans la bouche d'Al Swearingen. Ce qui est marquant, c'est que par exemple, il les fait soigner. Mais il les fait pas soigner par humanisme ou par grandeur d'âme, il les fait soigner parce qu'une prostituée qui ne travaille plus parce qu'elle est malade ou parce qu'elle est enceinte, c'est une perte de capital, c'est une perte de revenus, pardon. D'où le fait qu'il investit dans des soins médicaux, mais c'est pas franchement la loi Martricha, c'est pas franchement pardon le cadre juridique des bordels d'avant la loi Martricha. On est vraiment dans un il sert encore une fois là ses intérêts. Il se trouve que ses intérêts passent par l'arrivée d'un médecin qui peut les aider, mais c'est absolument pas par volonté de les soigner. C'est parce que il n'a pas envie d'avoir une prostituée sur le flanc pendant plusieurs jours. Alors, parmi ces personnages, il y a donc ceux qui incarnent en quelque sorte des salauds en couleur et ces figures de pouvoir. Il y a aussi un personnage de prêtre ou de religieux exalté qui m'a un peu rappelé celui qu'on voit dans There Will Be Blood, qui, par certains côtés, renvoie aussi à cet imaginaire de l'Ouest et d'une forme de sauvagerie mal tempérée par des exaltations religieuses. Ça aussi, ça correspond à des phénomènes très, très importants dans les États-Unis du XIXe siècle. Tout le revival évangélique et religieux du milieu du XIXe siècle, il est présent ici de manière explicite. Oui, c'est le personnage de Pasteur Smith. Alors, ce qui est amusant, c'est que quand il arrive, il porte un discours assez classique pour un homme de Dieu. Il appelle évidemment à un minimum de morale et de tenue de décence, mais ça reste finalement un discours assez mesuré, pas tellement exalté dans les premiers temps, et puis il tombe malade. C'est une tumeur, en fait, qui provoque cette espèce de dérive hallucinée de ce personnage qui devient de plus en plus fou, qui n'arrive plus à distinguer la réalité de ses peurs. Je sais qu'à un moment, il confond d'autres personnages avec des démons. Il devient petit à petit complètement fou. Et d'ailleurs, je crois qu'il est plus ou moins, il bénéficie, si on peut dire, d'un mercy kill de la part d'Al Swearingen, si mes souvenirs sont bons. Mais oui, il incarne à nouveau une forme de puissance. Beaucoup de gens arrivent dans la ville au fur et à mesure dans la série. Et lui, il incarne un shérif qui arrive, dont on parlera sûrement à un moment, qui est Seth Bullock, qui incarne l'ordre juridique américain, le côté on ne fait pas n'importe quoi. Le révérend Smith, il incarne une autre forme d'ordre, il incarne l'arrivée de Dieu, et l'arrivée des commandements, l'arrivée du respect des préceptes bibliques. Et effectivement, c'est un personnage qui devient instantanément très important dans la communauté. Alors, le shérif en question, c'est donc Seth Bullock, joué par Timothy Olyphant, qui s'est fait un peu une spécialité des rôles de shérif. Il y a une autre série encore plus méconnue, mais que je conseille très vivement, si personne ne l'a vu, c'est Justified, qui a une grande série américaine sur les États-Unis contemporains et le Kentucky profond. Mais bon, c'est peut-être, on en parlera peut-être une autre fois. Mais en tout cas, Timothy Olyphant, il joue ce shérif qui à la fois incarne l'ordre et en même temps une forme de rage mal contenue devant ce dont il est témoin et qu'il n'arrive pas totalement à réguler. C'est aussi une forme d'impuissance finalement de cet ordre juridique. Oui, c'est une forme d'impuissance. Et c'est un truc très intéressant avec le personnage de Bullock, là encore, qui est un vrai personnage, qui a vraiment existé. C'est lui qui ouvre la série en pré-générique du premier épisode, du pilote. Et c'est une scène qui est extrêmement intéressante parce qu'elle définit tout ce qu'il est. Il est il est à un autre poste, il n'est pas encore à Deadwood, et il a dans sa prison un type qui va être bientôt pendu pour vol de cheval. Et il affronte une foule qui est venue pour le lyncher. Et Bullock défend ce type qui est condamné à mort, et il défend un type qui va être pendu contre des gens qui veulent le pendre. Parce que, en fait, le problème n'est pas qu'on exécute cet homme, le problème c'est de l'exécuter dans le cadre légal. Et il va jusqu'à risquer sa vie pour protéger la vie d'un homme qu'il exécute ensuite d'ailleurs lui-même personnellement, mais là où un lynchage aurait été une mort très douloureuse, très infamante, il le pend selon les règles juridiques et
il a même un geste où je me souviens, on voit qu'il tire sur les pieds du condamné pour que les cervicales claquent et qu'il meure instantanément et pas étouffé comme s'il avait été lynché par la foule. Et j'ai trouvé la scène, voilà, il recule pas devant la violence ou devant le fait de tuer. Par contre, il incarne le fait qu'on va tuer légalement. Donc c'est encore une fois, voilà, lui, c'est vraiment c'est by the book, quoi. Il n'a pas vraiment de problème avec la violence, mais par contre, elle doit être légale. Alors peut-être pour terminer ce passage en revue des thèmes et des personnages de Deadwood, c'est aussi une série où l'on voit des personnages qui ne viennent pas d'Amérique, où on voit une communauté chinoise à Deadwood. Oui. Et là, c'est très neuf parce que dans les westerns des années 40 et 50, bon, je les ai pas tous vus, mais j'ai quand même pas le souvenir d'avoir vu le thème de l'immigration chinoise très présent. Là, par contre, ça fait partie du scénario, pas seulement de manière décorative, mais c'est une réalité sociale qui est montrée et qui est montrée de manière intéressante. Oui, c'est effectivement, il y a plusieurs, il y a un personnage de palefrenier noir, mais la grande communauté non WASP, c'est effectivement celle des ouvriers asiatiques. Et il y a toute une gamme, on les voit exercer toute une gamme de petits métiers qui étaient effectivement les métiers typiques qu'on associe aux premiers immigrants asiatiques, c'est-à-dire ils sont blanchisseurs, il y a plein de métiers, voilà, de petits métiers absolument indispensables dans un camp, mais assez méprisés, c'est pas des propriétaires fonciers, ils sont pas mineurs. Mais je sais plus ou non. Il y a eu un moment le train qui arrivait à Deadwood. Je sais plus du tout s'il est déjà là au moment du début de la série, mais je crois pas. Je crois pas, non. Parce que je crois pas. Il me semble que c'est plus tardif. Mais effectivement, voilà, on les voit faire de la nourriture, on les voit. Mais ils travaillent beaucoup, oui, dans le secteur du pressing, quoi. Et puis leur chef est à coquiner avec Swearingen et l'exécuteur des hautes œuvres, enfin celui qui fait disparaître les cadavres grâce à ses cochons. Voilà, ce qui veut dire que là aussi, c'est pas simplement une communauté immigrée montrée à part, mais elle s'insère dans les relations de pouvoir finalement. Et toute la série montre de quelle façon personne n'a les mains totalement propres, personne n'échappe aux logiques qui sont des logiques nées du contexte historique dans lequel la série s'insère. Alors c'est une série qui a eu 3 saisons. Je crois qu'elle a été un petit peu abrégée, ou en tout cas un petit peu terminée en catastrophe. En tout cas, il y a un petit bout d'inachevé pour cette série. Si quelqu'un ne l'a pas vue, vous recommanderiez principalement de regarder la première saison. Je pense que c'est la plus forte. La première saison est à mon avis un chef-d'œuvre. Comme la première saison de Rome est un chef-d'œuvre, c'est une merveille d'écriture, c'est une merveille de jeu. Généralement, quand on a vu la première saison, on voit la suite. Même si la suite descend un petit peu en intensité, à mon avis. Mais la première saison est un vrai bijou de narration. Il y a un énorme effort apporté à la crédibilité, à la véracité historique. C'est assez juste. Et après, au-delà, travail sur les décors, sur les vêtements, sur les costumes, sur la lumière est un boulot assez exceptionnel. Ouais. Merci beaucoup d'avoir fait connaître cette série et éclairer ces différents enjeux. L'Ouest américain, ce n'est pas que du mythe ou de la représentation fictionnelle, c'est aussi une histoire. Et donc, pour ceux et celles que ça intéresse, je conseille notamment le livre de Jacquin et Royaux qui s'appelle Go West, qui en français, c'est publié chez Champ Flammarion. C'est une bonne synthèse. Il y a sans doute des choses plus récentes, mais c'est une bonne synthèse qui permet de commencer à comprendre historiquement quels sont ces enjeux réels derrière, évidemment, tout un univers de mythes dans lequel on peut continuer à puiser. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés. Rendez-vous sur le site www.paroledhistoire.fr pour toutes les informations sur le podcast, pour vous abonner, écouter ou télécharger les autres émissions. La discussion se poursuit aussi en ligne, notamment sur Twitter. Vous pouvez poser des questions @paroledist et à bientôt pour un prochain épisode.